Intervenants pour cette seconde table ronde. Nous avons parlé de l'outil Internet, maintenant il est temps de se poser peut-être plus largement, de réouvrir le débat, mais on a commencé largement à le faire avec ces premiers intervenants. Démocratie, participation citoyenne. Donc avec Françoise Sillard, conseillère de quartier qui participait à l'atelier urbain de proximité d'un projet urbain Rouen-Ripoche sur la place des Emmurés. Daniel Le Scornet, militant politique, auteur du livre Démocratie, stop ou encore. Thomas Brun, cofondateur des Cafés Citoyens. Jérôme Priolet, président de l'association étudiante Enactus, donc une association de Neoba Business School. Et Florian Grison, membre de l'association étudiante Diplomatie. Merci à vous d'être là pour continuer cette rencontre à l'occasion de cette journée internationale de la démocratie. Alors voilà, Internet, un outil, mais finalement on se rend compte qu'après une heure d'échange, que l'enjeu c'est pas l'outil, mais c'est cette mobilisation, c'est d'abord les citoyens, et que l'outil Internet vient alimenter, vient donner une voie, de nouveaux tuyaux, de nouveaux réseaux pour déployer cette mobilisation citoyenne. Alors j'avais envie de commencer avec vous, Daniel Le Scornet, puisque finalement, on s'est rendu compte aussi au niveau de ces premiers échanges que la question de la démocratie, la question démocratique, finalement, il faut aussi se reposer cette question-là. La démocratie, à quoi elle doit servir? Quel est le point de départ pour peut-être identifier, faire le bon diagnostic? Reposons ces questions fondamentales. En quelques minutes, vous l'avez bien compris. Oui, je suis surtout mutualiste, hein. Je suis un homme de l'économie sociale, mutualiste. Bon, j'ai un engagement politique aussi, bien sûr. Mais dans le fond, la démocratie, ça sert à quoi? C'est une bonne question, parce que on a souvent une vision un peu utilitariste de la démocratie, comme si c'était un moyen de décider sur des choix, etc. Et donc, d'où les instruments viennent rapidement en discussion. Or, moi je pense que la démocratie c'est déjà un problème anthropologique, c'est-à-dire la démocratie, elle devrait produire, et elle produit des démocrates, quoi. C'est-à-dire la finalité de la démocratie, dans le fond, c'est de pouvoir vivre en commun, et donc de permettre les démocrates. Et on s'aperçoit, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de discours, hein, c'est la démocratie durable, démocratie participative, etc. Mais on dit qu'il y a assez peu de pratiques. Et en même temps, l'humanité, pas seulement au temps de l'Internet, a déployé des formes de démocratie, de participation des individus, à travers l'histoire, à travers le temps, multiples, incroyablement développées, avec des expérimentations, des expériences, souvent réussies, et souvent battues, c'est-à-dire, c'est pas parce que l'expérience est réussie qu'elle se développe, et à chaque fois qu'on a développé donc, ces expérimentations, dans le fond, on a développé des savoirs qui devraient être un patrimoine commun de l'humanité. Je pense que la numérisation devrait nous permettre de récapituler les savoirs démocratiques de l'humanité. Et c'est vrai que c'est une chose assez peu pratiquée. Personne ne se met dessus, quoi. Il n'y a pas des grands axes de recherche qui essayent de récapituler ces savoirs. Parce que des savoirs, on en a pas mal. Mais à chaque fois, on recommence comme si on était ignorant de nos propres savoirs. Et c'est pitié, quoi. Parce que quand Denis dit il faut voir l'élaboration démocratique au sein des partis, mais au sein des mutuelles. Moi, j'ai été dirigeant d'une grande mutuelle, je sais ce que ça veut dire, qui est pourtant une forme autogestionnaire, normalement, auto-organisée par les populations elles-mêmes. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire plus démocratique dans l'esprit, comme on dit, dans l'esprit mutualiste. Malheureusement, ça se réduit à quoi? Ça se réduit à quoi par rapport à tous ces savoirs accumulés, par rapport à ce patrimoine accumulé par l'humanité? On prend une décision, par exemple,
on prend une décision d'État, par exemple, parce qu'il n'y a pas seulement les partis. Comment est prise une décision au niveau de l'État? Vous pouvez rester sur le cul, hein. Ça peut être une initiative personnelle d'un mec, qui peut être le président de la République, qui peut décider, par exemple, qu'on va faire le crédit d'impôt. Vous savez que cette grande élaboration, le rapport Gallois, vous avez vu un peu ce qu'il apporte comme information, le rapport Gallois, réel, sur les marges, etc. Que dalle. On nous dit les marges, etc. Mais les marges, dans quelle industrie, etc. Et à partir de là, donc, vous voyez, même l'élaboration, même la décision, parce que c'est la décision, au niveau d'un État peut être prise, pas sur un coup de tête, mais quasiment sur des données très faibles, quoi, très faibles, très très faibles. Par exemple, l'histoire du crédit d'impôt, on avait au moins une information, c'était qu'on avait 15 ans déjà de crédit, enfin 10 ans de crédit d'impôt recherche. Et on sait ce que ça donne, le crédit d'impôt recherche. Là, on peut l'expérimenter, l'évaluer, etc. La forme crédit d'impôt n'apparaît pas très efficiente, quoi. Crédit d'impôt recherche, il n'a pas permis un essor de la recherche en France. Il va même vers une diminution de l'effort public dans le domaine de la recherche. Et pourtant, là, c'était ciblé sur des entreprises, etc. Alors là, un crédit d'impôt non ciblé sur... Je veux dire, par-delà, c'est pas j'aime l'entreprise ou j'aime pas l'entreprise, là. C'est-à-dire, la décision qui est prise, c'est une décision, dans le fond, peu élaborée, qui n'a pas été soumise à des procédures. Par exemple, on aurait pu leur faire une conférence de consensus. Tout à fait possible de faire une consensus. Ça a été développé, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est un savoir, ça, c'est un savoir. Donc, là, ce que vous exprimez, c'est ce besoin pour produire une démocratie des politiques publiques, il faut réassocier en mobilisant à la fois experts, citoyens. Il faut au moins être au niveau des savoirs déjà socialement disponibles et historiquement disponibles. On est très en deçà des savoirs, comment on produit une décision démocratique. Comment? Parce qu'on a déjà des savoirs très élaborés. Alors, encore une fois, il faut les élaborer plus. Ça ne vient pas d'Internet, même si Internet facilite grandement, mais peut aussi compliquer grandement, les deux, mon capitaine. Donc, ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, l'un des savoirs, alors là, massif qu'on a, et qui fait beaucoup réfléchir sur le thème de démocratie participative, c'est que ne participent à la démocratie participative que les participatifs. Ça a l'air idiot, mais... Or, les participatifs, c'est souvent les catégories socio-professionnelles, déjà les moins éloignées de la décision publique, de l'orientation, etc. C'est-à-dire qu'on a une situation où la démocratie élective a complètement expulsé les catégories populaires de la décision publique et de l'application. Il n'y a pas un député ouvrier, il n'y a plus un député employé. Alors on dirait, mais quand même, à ce niveau-là, 50% de la population ne fait pas partie, pas seulement du personnel politique, mais du personnel mutualiste, mais du personnel associatif, etc. C'est-à-dire expulsé. Alors après, on s'étonne que cette partie de la population se trouve humiliée, parce qu'elle n'est pas seulement précarisée, elle est humiliée. Ce sont des subalternes, des surnuméraires dont le système n'a pas besoin. Il leur affiche publiquement dans les institutions qu'ils ne sont pas partie prenante de notre communauté. Et ça va, non pas en se réduisant, mais en allant jusqu'à son terme. Moi, je suis dans un mouvement mutualiste où des directives européennes obligent les administrateurs élus par à montrer qu'ils ont un CV qui leur permet d'assurer la gestion d'un ensemble. Enfin, on est à l'inverse, c'est donc la démocratie des compétents, etc. Alors, qu'est-ce qui peut permettre, alors qu'on sait absolument que pour qu'un système complexe fonctionne, n'importe quel système, il faut que le plus intéressé par ce système, c'est-à-dire souvent le plus exclu du système, le plus éloigné de ce système, soit partie prenante de ce système. C'est un savoir, c'est pas un truc idéologique, on le sait, quoi. On fait tout pour appliquer exactement l'inverse. Tout pour appliquer exactement l'inverse. Donc, je veux dire, en termes de démocratie, on est vraiment dans une situation pitoyable. C'est-à-dire, si la crise est si forte, c'est qu'il y a des raisons objectives, quoi.
et que les gens ont raison quoi, de mettre les pieds dans le plat, quoi, de dire que c'est insupportable, insupportable. Et là, encore une fois, on a à notre disposition, c'était le but du bouquin, des savoirs, des savoir-faire, sur la production à la fois d'instances qui permettent de ne pas exclure le plus intéressé par le système, souvent le plus éloigné de ce système. Je pense au problème de la santé, par exemple. Le plus intéressé du système, c'est celui qui n'y accède pas, justement. Comment on le réintroduit, pas seulement pour l'écouter, mais pour qu'il décide lui-même, parce que c'est lui qui connaît subjectivement comment il affronte les risques sanitaires et sociaux. Et si vous ne travaillez pas avec lui, vous pouvez toujours décider de faire de la prévention. D'ailleurs, ça fait 30 ans qu'on décide de faire de la prévention. C'est toujours 1% des dépenses de santé, ça n'embraye pas sur la population. Évidemment que ça n'embraye pas sur la population. C'est impossible que ça embraye sur la population. Donc voilà, on a tous ces savoirs. Et en même temps, ça produit des démocrates, parce qu'on sait, quand on fait une conférence de consensus, ou quand on tire au sort des gens pour participer à la décision, qui est quand même, pour moi, le seul moyen le plus rapide pour réintroduire les classes populaires dans toutes les instances. Je ne vois pas d'autre moyen rapide que de faire droit au tirage au sort. Et le tirage au sort fait que la personne qui participe à la décision, elle participe pas seulement à la prise de décision, mais elle se transforme elle-même. C'est là que je dis que la démocratie, la pratique démocratique, produit des démocrates. C'est-à-dire, je prends le dernier exemple qu'on a tous en tête, c'est les jurés d'assises, encore qu'on réduit de plus en plus la présence des personnes tirées au sort dans les jurés, y compris en matière pénale. Mais je ne sais pas si vous avez discuté, il y a eu des reportages, d'ailleurs des études faites, etc. Toute personne tirée au sort, avec des systèmes qui peuvent permettre de la récuser, etc. Mais enfin, c'est quand même vous et moi, c'est quand même vous et moi dans le jury d'assises. Tirés au sort et qui participent. Alors premièrement, il y a une réticence, évidemment, c'est pour ça. Les gens, ils ne participent pas parce qu'on leur dit de participer, on le voit d'ailleurs. C'est pas parce qu'on fait une réunion sur la démocratie que les gens viennent, d'accord. Mais une fois qu'ils sont dedans, tous, quand ils ressortent 6 mois après, vous les interviewez, vous faites... Ils disent, je me suis transformé. C'est-à-dire, la personne a gagné en compétences, et pas seulement en compétences utilitaristes, mais en compétences humaines. Les gens qui rentrent avec des préjugés relativement racistes, etc., se voient bousculés dans leur... et se transforment. Donc, très certainement, toutes les instances doivent réinclure tout de suite, et pas seulement, parce qu'il y a l'idée de l'éducation, qu'il faudrait que les gens soient formés, informés pour qu'ils participent. On l'a dit, sur les systèmes complexes, n'importe lequel d'entre nous a autant de compétences à intervenir, à condition que les procédures soient de qualité, parce que là, les procédures, la qualité des procédures démocratiques sont très importantes. Voilà un peu le... Non mais c'est un point important parce qu'à la fois vous étiez dans le constat sur le manque d'inclusion du système démocratique tel qu'il est, et puis une proposition qu'on lit de plus en plus qui revient dans l'actualité du fameux tirage au sort pour que... Pas seulement ça, pas le tirage au sort en soi, avec des procédures de qualité. Évidemment, avec des procédures qui font monter... on parlait de capacité... Des conférences de consensus, des conférences citoyennes... On parlait des capacités d'agir tout à l'heure. Thomas Brun, je voudrais vous entendre aussi sur ce constat et ces enjeux que vous posez par rapport à la situation démocratique aujourd'hui. Bonsoir à tous. Donc, alors pour répondre à votre question, j'aimerais quand même, puisque l'analyse systémique est particulièrement bien partagée ici, peut-être dire 2-3 petits mots sur l'environnement de la question. C'est-à-dire que nous réfléchissons aujourd'hui, donc dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la démocratie, sur la démocratie, mais quels sont avant tout les aspects environnementaux de cette question-là? Premièrement, je ne peux pas décorréler ce qui se passe en France, sur ces questions de démocratie, de ce qui se passe d'un point de vue global, et notamment la question du réchauffement climatique. Ça, c'est une donnée quantifiable, et tout le monde est en train de s'inquiéter de manière très forte actuellement sur cette question. Deuxième aspect, c'est la question de la biodiversité.
troisième aspect, c'est la question de la finance. Donc, et du monopole de celle-ci par un tout petit nombre, toujours plus petit au fur et à mesure du temps, et une majorité de gens qui ont de moins en moins de ressources, quelle que soit la nature des ressources. Ensuite, ce qui a été évoqué, c'est le système de gouvernance généralisé au niveau de la planète, donc des instances toujours plus compliquées les unes que les autres, auxquelles n'ont jamais accès les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire les citoyens des pays. Voilà le contexte et l'environnement. Maintenant, l'environnement en France. L'environnement, je dirais, plus politique. Qu'est-ce que nous vivons actuellement ? 90% de la population est en état de défiance totale vis-à-vis du personnel politique. Nous avons eu, lors du précédent septennat, un début de désacralisation de la fonction présidentielle de par l'indignité du comportement du chef de l'État dans ses rapports avec les citoyens. Tout le monde se souvient du casse-toi pauvre con, qui est quand même quelque chose qui montre clairement un manque de dignité. Et nous avons, depuis 15 jours, 3 semaines, ce qui ne peut pas être autre chose qu'une profanation de la fonction présidentielle à l'initiative de l'ex-première dame, qui est devenue ex-première dame à vie avec son action. Qu'est-ce que dit François Hollande la semaine dernière ? Je ne veux pas qu'on dise ou qu'on écrive que je n'aime pas les pauvres, savoir les sans-dents. Et qu'est-ce qui se passe ? Personne ne l'écoute. C'est comme s'il pissait dans un violon. Nous sommes dans une situation de discrédit total de la parole politique, du premier français, mais qui a pour conséquence le discrédit total de tous les élus, où qu'ils soient. D'autant plus que la population a clairement montré que, puisque les politiques étaient dans une logique de discours, c'est moi qui sais, je suis à la tribune, je cause, écoutez-moi, j'ai raison. Résultat des courses, les choses vont de pire en pire. Plus personne n'a de repère. Donc, on est dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là depuis maintenant presque 20 ans ? Jusqu'à présent, nous étions, on va dire, sous les signaux radars. Mais force est de constater que la situation nous impose à devenir un petit peu plus publique. Nous avons constitué une association nationale qui a pour vocation de faire en sorte que les citoyens puissent se réapproprier la parole et la réflexion sur le projet politique, donc c'est-à-dire faire vivre in vivo, en présentiel, par une habitude, l'esprit démocratique, c'est-à-dire ce goût du débat, ce goût de l'autre. On organise en quelque sorte les conditions d'émergence de la fraternité. Je m'explique. Lorsqu'on est en séance comme aujourd'hui, qu'on échange de manière bienveillante avec ses congénères en réfléchissant à l'intérêt général, on se rend compte qu'on s'enrichit énormément lorsqu'on échange avec quelqu'un qui est très différent de nous. Plus il est différent, plus mon point de vue change, plus je me bonifie. Et plus, paradoxalement, je deviens aussi moi-même. On est dans l'organisation des conditions d'émergence de la fraternité. C'est-à-dire on recrée le lien social entre les citoyens, lien social qui est complètement délité entre l'architecture institutionnelle et les citoyens eux-mêmes. Donc, sur la question de la démocratie, qu'est-ce que nous faisons ? Tout simplement respecter ce qui a été inventé il y a plus de 2500 ans. C'est-à-dire, la démocratie, c'est quoi ? C'est pas le système politique ou le régime politique dans lequel on vote pour élire ses dirigeants. D'ailleurs, tout le monde a compris que ça ne servait plus à rien, c'est pour ça que personne ne va voter. Sauf pour les extrêmes, parce que ce sont ceux qui attaquent le plus fort le système en place, et donc les gens qui n'écoutent pas la population. La démocratie, c'est le système politique dans lequel chaque citoyen qui le souhaite peut participer par l'apport de sa parole personnelle à la définition du bien commun. Ça, c'est la dimension fondamentale. Loïc Blondiot, qui est directeur d'un master à la Sorbonne, l'explique très bien. Depuis 2 siècles, nous ne sommes pas véritablement en démocratie. Nous sommes dans l'illusion d'une démocratie. Et ça devient cinglant. Donc la question, puisqu'on nous apprend à l'école qu'on est en démocratie parce qu'on vote. Non. C'est pas du tout ça la démocratie. Le véritable esprit démocratique, il est ailleurs. Et actuellement, les élus, notamment les élus locaux,
sont totalement coincés et dépassés par la situation, parce que d'une part, ils s'aperçoivent bien lorsqu'on échange de manière en off avec eux qu'ils ne maîtrisent plus rien, que leur discours ne porte plus, qu'à chaque fois qu'ils parlent, les citoyens ferment leurs oreilles. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, on parle de démocratie, il n'y a pas un chat. Donc je ne pense pas que ce soit une question de communication de votre part. Je pense que c'est le taux d'exaspération. Le taux d'exaspération est tel que personne ne s'intéresse plus à cette question. Et deuxièmement, ils n'ont pas les outils, n'ont pas été formés à organiser le débat. Je vais prendre un exemple. J'avais présenté en 2001-2002, à la direction du RPR et à la direction du Parti Socialiste, un programme de campagne pour Chirac et pour Jospin, qui était Tour de France du débat participatif. Le RPR à l'époque n'était pas intéressé par ce programme parce qu'ils étaient plutôt intéressés par un programme de campagne qui viendrait contrecarrer les affaires sur lesquelles Jospin voulait attaquer. Et la direction du Parti Socialiste, c'est simple. Donc j'ai présenté ça au directeur de cabinet de François Hollande, Boyer à l'époque, qui m'a considéré comme un dangereux révolutionnaire qui voulait donner la parole aux gens. Je me suis aperçu en 2007 qu'il y avait eu un peu d'évolution dans la pensée et que Ségolène avait repris ce programme de campagne en oubliant par contre le principe d'externalité systémique. Elle s'est mise en tant qu'animatrice du débat avec des propositions. Elle a oublié le principe neutre, animateur de débat. Mais en tout cas, il y avait un progrès. Au bout de 10 ans, on est dans une situation où là, il s'agit d'imaginer autre chose. Et donc, la solution, en haut, il n'y en a plus. Il n'y en a plus nulle part. Il n'y a que les grands groupes qui continuent leur action dans une logique d'avoir. La solution, je ne vois pas d'autres endroits que ici, parmi les citoyens, où elle pourra émerger. Alors justement, les cafés citoyens, vous organisez partout en France, il y en a en région, ici, je vais parler de la Grande Normandie, oui. Dès maintenant, il y en a eu au Havre avant l'été, il y en a à Harfleur, à Honfleur, enfin voilà, il y en a dans beaucoup d'endroits. Il y avait des dates aussi il y a quelques années, enfin j'ai vu à Rouen, les derniers c'était en 2011, donc ça, il y a peut-être eu un essoufflement. Mais est-ce que dans ces espaces, donc les gens choisissent les thèmes sur lesquels ils vont débattre, apportent leur vision, réfléchissent, échangent? Est-ce que ces cafés citoyens, pour vous, vous sentez une lame de fond? Est-ce que vous sentez que justement depuis les années, il y a une montée en compréhension, une prise de position par rapport au pouvoir public? Ou est-ce que les personnes qui sont dans les cafés citoyens depuis des années, après se disent bah tiens, maintenant je vais passer de l'autre côté, me présenter sur une liste pour avoir un impact plus important sur les politiques publiques? Comment le processus et comment on avance vers une autre chose, vers une démocratie parce que votre constat est assez radical, celui que vous dressez à l'instant. Alors c'est un constat qui est partagé par tous ceux qui sont sincères sur la question. On est à un moment de l'histoire humaine qui est excessivement risqué. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tout le monde voit les signaux qui se mettent en rouge partout. Tout le monde essaie de dissimuler ou de minimiser ce qui se passe. C'est jouer à l'autruche. Donc, et c'est même peut-être pire parce que je pense que ce sera contre-productif. Actuellement, des collectifs de sans-dents sont en train de se constituer sur le territoire, ce qui est quand même un comble. Ils n'ont qu'une idée en tête, c'est montrer au président que même s'ils n'ont pas de dents, ils ont quand même des griffes. Donc, et je dirais que tout le monde à l'heure actuelle se revendique plus comme un sans-parti que comme un partisan politique. Donc, les structures représentatives, toujours dans le contexte, il y a ne serait-ce que 10 ans à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur la cogestion à la française. Le numéro 2 de la CFDT a dit il y a 10 ans, donc que les gens qui sont informés, qui pratiquent ce genre de réunion, à la tribune dit il y a un moment, il faudra qu'on soit clair sur d'où viennent nos subventions. On n'a plus de membres. Officiellement, nos subventions viennent des membres. Il y a un moment où il y a un problème. Donc c'était une question qui posait à ses collègues des syndicats dits représentatifs à l'époque. Donc on est à un moment où il faut imaginer quelque chose qui n'existe pas. L'audace, l'observatoire de la décentralisation et de l'action sociale a organisé en 2011 donc une réflexion à laquelle j'ai été convié avec des membres, des représentants des partis politiques de droite, de gauche, des élus, des sénateurs, ainsi de suite.
Et Jean-Luc Sanchez commençait la réunion en disant « Écoutez, messieurs, c'est la première fois qu'on se rencontre interpartis, la situation est gravissime, il y a une menace de révolte, on ne sait pas comment faire, qu'est-ce qu'on fait ?» La question est toute simple. On sort de ces logiques partisanes, c'est-à-dire de cette course au pouvoir dans laquelle Thévenoud est encore illustre clairement, fait montre d'une grande bienséance. Donc on sort de ces logiques de conquête du pouvoir et on organise la réflexion avec tous. Sur la question de l'emploi, il y a 5 millions de chômeurs, il y a un chiffre qu'on ne rapproche jamais de ces 5 millions de chômeurs. C'est le nombre d'emplois en temps réel. À peu près 650 000. Si les 650 000 emplois sont pour vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il reste 4 400 000 personnes qui sont sur le carreau. Donc ça veut dire que la question de l'organisation et du fonctionnement de l'existant est obsolète. Il s'agit d'imaginer autre chose. Nous avons la sincérité de dire que nous n'avons pas de solution. La seule chose qu'on préconise, et pour lesquelles on invite tous les citoyens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, c'est d'organiser une réflexion en posant tous les problèmes. Tous les problèmes. Et pour répondre à votre question, il se trouve que l'exercice de cette prise de parole en public, de cette réflexion collective, de cette écoute de l'autre, est un exercice d'émancipation, un exercice d'éducation populaire. Donc les cafés citoyens, en quelque sorte, sont en train de préparer les gens qui contribuent à cet après qu'on ne connaît pas encore, mais qui commence à la réflexion précède l'action. Nous avons un personnage de l'État qui, dans une situation similaire, il y a 2 siècles. De plus en plus, le parallèle avec Louis XVI est évoqué. C'est même lui qui trouve le terme actuel des sans-culottes. Je trouve que d'ailleurs son comportement, c'est presque de la sublimation et du grand art par rapport à son paraître il y a 2 siècles. Donc là, on en est là. On en est là et nous n'avons aucune solution. Donc la seule option, c'est que les élus, d'une part, soient dans une logique de révolution culturelle, qu'ils acceptent de dire effectivement, on ne sait pas tout, effectivement, on a besoin de vous, citoyens, on a besoin de réfléchir ensemble. Moi, je suis élu pour agir et exécuter les décisions, mais je vous invite à participer à mes réflexions en vous donnant les données. La question des données est fondamentale. Donc, on en est là. Et donc, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. On sera témoin de grandes choses. Alors, Florian Grison, membre de l'association étudiante de diplomatie, donc vous entendez un constat assez fort sur l'état de la démocratie ici, et puis je pense que largement dans un certain nombre de pays. Vous, avec votre association, justement, comment vous essayez de porter une certaine éducation à la démocratie, une pédagogie de la démocratie? C'est un des thèmes sur lesquels vous travaillez. Voilà, alors avec l'association Diplomatie, on essaie de travailler notamment à l'explication des procédures qui peuvent exister, notamment à l'ONU. Et parce que je pense qu'il y a dans la crise de la démocratie qu'on peut connaître actuellement, il y a aussi une crise de la compréhension de la démocratie. C'est-à-dire, on ne peut pas demander aux gens de participer à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, quand on va dire l'Europe a décidé que l'ONU intervient ici en tant qu'observateur pour résoudre telle crise, on ne sait pas réellement quels ont été les processus de décision et les processus de réflexion qui ont été derrière. Et de plus, on participe donc dans des universités étrangères et on l'a organisé aussi l'année dernière à Rouen, à une simulation de ces Nations Unies. Et on se rend compte que, avec chacun qui représente la délégation d'un pays sur un thème donné, le temps que l'on doit allouer à chacun et les formes de débat qui doivent être mises en place sont longs. Et donc la discussion démocratique est longue. Et aujourd'hui, on parlait d'Internet tout à l'heure, et on est beaucoup dans la recherche de l'immédiateté. Or, je ne pense pas que la démocratie puisse s'exprimer dans l'immédiateté. Je reprendrai un peu les mots de Ban Ki-moon aussi, qui disait que les démocraties ont des caractéristiques communes, mais néanmoins il n'y a pas de modèle unique de la démocratie.
Et je pense qu'on est dans un processus constant de construction de la démocratie. La démocratie évolue du plan local vers des plans plus internationaux, que ce soit au niveau de l'Europe ou même au niveau du monde avec l'ONU. Donc il y a tout cet enjeu, j'entends bien, du lien social à garder. Comment maintenir une démocratie qui devient planétaire avec des actions concrètes locales que les gens peuvent comprendre. Et donc je pense que le vrai enjeu est ici de pouvoir faire intervenir tous les acteurs et que cela passe par une éducation des citoyens, parce que je pense qu'on est vraiment citoyen que si on comprend le système dans lequel on est censé s'exprimer. D'ailleurs, ça va dans le sens aussi du succès qu'on peut constater dans plein de territoires des universités populaires où les gens ont envie et se réimpliquent pour comprendre voilà, le monde qui les entoure, les enjeux politiques. Alors, tout à l'heure, dans la première table ronde, on a bien fait le lien entre le global et le local, à la fois sur les outils et pour revenir au projet, n'est-ce pas? Donc, Françoise Siard, j'aimerais qu'on puisse profiter de votre expérience parce que on a partagé des constats, on a tracer des horizons, des enjeux très généraux, mondiaux. Vous avez participé à un projet d'atelier urbain de proximité sur une problématique très précise, la réaménagement d'un quartier, les Emmurés, Rouen, rive gauche. Alors j'aimerais que vous nous disiez ce dispositif qui a fonctionné sur plusieurs années. Pourquoi vous vous y êtes engagé ? Qu'est-ce que vous y avez trouvé en tant que citoyen comme richesse d'implication dans un projet et qu'est-ce que vous en avez tiré? Moi, j'ai vécu effectivement quelque chose de très très intéressant et en fait, j'ai bien écouté tout ce qui a été dit jusque-là. On a dit qu'il y avait un manque de citoyenneté. Mais oui, qu'il y a un manque de citoyenneté. Parce que sinon, on aurait un peu plus de gens dans les bureaux de vote. Hein. On a parlé de la politique et de la citoyenneté et de la démocratie. On est au cœur du problème et on n'est pas... il faut trouver les moyens de pouvoir faire avancer la démocratie. Tout à l'heure, un intervenant parlait de citoyenneté active. Moi, je pense qu'effectivement, l'expérience que j'ai suivie est effectivement une expérience de citoyenneté active. Il faut en fait il faut une pédagogie de la citoyenneté, mais une pédagogie qui atteigne les habitants de la ville, les habitants du village. Vous parliez tout à l'heure des gens des mutuelles qu'on était obligé de tirer au sort. Ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie parce qu'ils ne l'ont pas vécu, en fait. Hein. Et en fait, je pense que le choix politique qui a été fait par les élus de la ville de Rouen, de la municipalité de la ville de Rouen, de mettre en place des conseils de quartier qui là, sont des outils, parce qu'en fait, c'est ça, on n'a pas d'outils pour faire vivre cette démocratie. Des outils, j'ai un peu léger ce que je vais vous dire, mais des outils râlés pâquerettes, des outils de vie de tous les jours, hein, et qui font que les habitants de la ville peuvent s'exprimer, et peuvent échanger, et peuvent faire remonter auprès des élus. Vous disiez tout à l'heure que les élus sont débordés, et effectivement, ils ne sont pas toujours en prise directe avec les habitants. Eh bien, c'est là qu'il faut qu'il y ait des outils. C'est là qu'il faut en mettre en place et bien les utiliser. Alors, pour revenir à mon expérience particulière, la ville de Rouen a mis en place un outil qu'ils ont appelé des ateliers urbains de proximité. Alors, c'est un outil qui a ses limites et qu'il faut bien définir. Et en fait, atelier, effectivement, c'est quelque chose de pratico-pratique. Hein. Urbain, ça veut dire que dans l'expérience qui nous a été présentée, faut reconnaître qu'il fallait que ça soit limité à la ville. Parce que là, on est dans le cadre de la CREA, on a eu quelques déboires quand il a fallu évoquer des soucis sur le projet qui atteignaient la CREA, parce qu'on n'était pas en rapport avec la CREA. Ça, c'était difficile. Hein. Et proximité, bien sûr,
Proximité, parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, la démocratie. C'est à la proximité. Alors en fait, pour être rapide, comment ça s'est passé? On a d'abord... Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure aussi qu'il fallait que ce soit les habitants qui soient à l'initiative. En l'occurrence, les habitants ont été un peu à l'initiative. Parce que les habitants, à travers les conseils de quartier, là, ils ont fait des questionnaires à tous les habitants du quartier par rapport à un marché. Vous connaissez peut-être le marché des Embouillerets. Ils ont fait un questionnaire à tous les habitants, à tous les usagers du marché. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a eu 360 réponses. On a fait un dépouillement. C'est quand même intéressant. Et puis, qu'est-ce que ça a fait? Ça a mis en place quand même un rapport de force par rapport à la ville et par rapport aux élus, qui a permis que le maire de Rouen décide qu'on fasse des travaux à cet endroit-là. Et je pense quand même que l'action qui a été faite avant, elle n'est pas étrangère à la décision qui a été prise. Et là, la décision a été prise de faire les travaux. Alors, je vous passe tous les épisodes, parce que le questionnaire, il a été fait en 2008. La décision, elle a été prise fin 2009. Après, il faut trouver qui va faire quoi et comment. Et puis, en parallèle, on a mis au travail donc cet outil de démocratie qui comprenait les habitants du quartier, les commerçants, sédentaires et non sédentaires, les usagers du quartier qui étaient les gens de la Poste, les usagers de la Poste et les travailleurs de la Poste, le lycée Blaise Pascal qui est à côté, et puis tous ces gens-là, on les a fait travailler. On appelait ça les forces vives. Et on les a fait travailler sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire. Et on a fait des propositions. Et après, quand l'atelier qui a travaillé sur le projet a travaillé sur l'appel d'offres, en fait, eh bien, dans le cahier des charges, il y avait les demandes de l'AEP. Et donc, notre travail, il était de voir si tout ce qui avait été demandé au niveau de l'AEP était bien dans le cahier des charges. Bien sûr, il y avait des choses qui ne collaient pas. Hein. Je ne vais pas là non plus, on n'a plus le temps de faire, de donner beaucoup plus de détails. Mais disons qu'on a mis des gens en route. Vous parliez tout à l'heure que ça transformait les gens. Je crois que ça transforme les gens. Je crois qu'ils prennent en compte les obligations qu'a la ville, les obligations techniques, et qui sont capables de comprendre. Et là, eh bien, le marché va être inauguré samedi prochain. Eh bien, les habitants et toutes ces forces vives se l'approprient. Et je pense que ça, c'est un exemple qu'il faudrait retrouver des centaines de fois, et après on pourra parler un petit peu de ce qui se passe au niveau national ou au niveau international. Il faut commencer là, ras les pâquerettes, et là on trouvera peut-être que les gens, ils sont des vrais citoyens. C'est une école de la citoyenneté qu'il faut mettre en place. Alors merci Françoise Thiers pour cet exemple concret et abouti et a priori, si je comprends bien, plutôt réussi d'une participation, d'une mobilisation citoyenne autour d'un projet, d'une politique publique, d'un projet d'aménagement. On viendra vers vous tout à l'heure. Je voudrais me tourner vers Jérôme Priolet. Donc vous êtes président de l'association étudiante Enactus, là encore de Neoma Business School. Et dans la démocratie, il y a un enjeu de un homme égale une voix. Tout à l'heure, Daniel Lescornet parlait de l'économie sociale et solidaire. On y revient avec vous, parce que vous portez un projet dans le champ de l'ESS. Vous allez nous le présenter en quelques mots. Et finalement, on voit le lien entre la gouvernance de l'ESS et ce qu'elle peut porter d'enrichissement de processus, de procédures démocratiques qui pourraient être décuplées dans... Oui, bien sûr. Bonsoir. Donc, je vais présenter rapidement mon projet pour pouvoir vous expliquer. Donc, nous, on fait de l'entrepreneuriat social. On a créé un service en partenariat d'ailleurs avec la CREA, ici représentée. Merci. On a créé un service de location d'électroménager aux étudiants de notre campus et aux étudiants plus généralement de la ville de Rouen. Et là où,
comme vous le dites, le principe de démocratie est intéressant, et aussi le projet local, comme vous disiez, Constantia, le terrain finalement, ce qui est juste devant chez nous est intéressant, c'est que pour créer des projets, notamment en entrepreneuriat social, où c'est très ancré dans le tissu local, mais on part de ce qu'on a, on part de notre démarche de citoyen, et on observe un peu ce qui se passe autour de nous. Nous, on est étudiants en école de commerce, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui, dans notre population, dans ce qu'on rencontre tous les jours, ne va pas. On s'est rendu compte que, avec les parcours, les cursus qu'on avait, on était amené à bouger sans arrêt, faire des allers-retours à Rouen, New York, parce qu'on a des stages, enfin voilà. On a identifié ce problème-là, on a identifié le problème d'accès à des coûts énormes pour les étudiants, donc de l'électroménager, et on a essayé de trouver une solution. Et c'est dans ces petits problèmes finalement que généralement on n'identifie pas, parce qu'on essaie toujours de trouver, notamment en école de commerce, l'idée qui va faire qu'on aura sa plaque ensuite sur Facebook, sur Google. Exactement, qu'on aura un peu tout ça. Et nous, on n'est pas dans cette optique-là, on est dans vraiment l'idée à partir de ce que nous on est, notre formation, nos compétences aussi, parce que voilà, à partir de ça, nous on crée cette démarche citoyenne en créant vraiment une activité économique. Donc c'est plus que du caritatif, c'est parce que c'est dans nos compétences d'école de manager, mais voilà, on crée une activité économique qui a du sens, parce qu'aujourd'hui je pense que on est une génération, on arrive, nous qui arrivons, étudiants, on a été habitués à avoir un certain confort, avec notamment les révolutions technologiques, comme on a parlé, Internet. Donc on arrive adolescent, on découvre tout ça, c'est très bien, et on se rend compte en fait, en arrivant dans le monde des grandes études, que c'est pas comme ça que ça se passe, que la vie est pas toujours rose, et on débarque. C'est pour des personnes qui en plus n'ont pas eu forcément l'occasion de s'intéresser de près à des sujets politiques ou de société. On comprend plus rien. Et énormément d'étudiants aujourd'hui sont en recherche de sens. Moi, dans mon association Enactus, on a une antenne à Rouen, mais c'est un organisme qui est international, c'est l'association qui regroupe le plus d'étudiants et de professionnels au monde, et donc on a de temps en temps des rencontres au long de l'année avec d'autres étudiants qui viennent d'autres écoles et qui ont des antennes Enactus où ils créent eux leurs propres projets à l'échelle locale d'entrepreneurs sociaux. On se rend compte vraiment que cette démarche citoyenne, quelque part, elle prend naissance aussi avec notre génération. Je pense qu'il y a un retour qui est inévitable, parce que sinon, voilà, c'est la question. Sinon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais heureusement, pour nous, on le voit, et c'est le fait d'être dans un organisme encadré comme ça, avec aussi des professionnels de l'entreprise qui nous soutiennent, c'est très très positif finalement. On se sent conforté, et donc on a envie d'y aller. Il y a des étudiants dans mon association qui n'étaient pas du tout forcément intéressés par l'entrepreneuriat social, qui ne veulent pas en faire un projet professionnel et un projet de vie, mais qui avaient envie de donner du sens à ce qu'ils faisaient avec leurs compétences d'école, et voilà, et qui s'y retrouvent. Donc je pense que par cette démarche et avec cette nouvelle génération, on va, j'espère, pouvoir réussir à créer quelque chose. Donc l'école de l'ESS qui finalement est pourvoyeuse justement de ces citoyens, de cette citoyenneté qui manque cruellement dans les constats qui étaient dressés. Absolument. Et ce qui est intéressant, moi ce que je vois dans mon association en fait, c'est que c'est pas simplement réservé à une part des étudiants. Il y a des étudiants en école de commerce, mais il y a aussi des ingénieurs, il y a des étudiants en université. Voilà, enfin, l'organisme est en train d'ouvrir encore aux écoles de lettres. Donc en fait tout le monde y apporte ses compétences, et tout le monde crée un peu ce monde citoyen, ces innovations citoyennes dans son domaine. Et ça c'est important. Alors merci Jérôme, parce que vos propos sont plus optimistes
ceux qui ont ouvert la table ronde. Alors justement, parce que tout à l'heure, Florian, l'autre jeune de la table ronde, je m'inclus dedans, et finalement, vous citiez tout à l'heure le secrétaire général des Nations Unies. Le thème de l'angle particulier de cette journée internationale de la démocratie, ce sont les jeunes. Alors, vous, après tout ce que vous avez entendu, cette première table ronde, les constats, c'est quoi quelle est aujourd'hui vos attentes? Quelles sont vos attentes au regard de la démocratie? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que, comme Thomas Brun, vous pensez qu'on est à la fin de quelque chose qui va se passer on est dans une période de transition? Voilà. Et évidemment. Je pense qu'on est tout le temps dans une période de transition. Le monde ne s'est jamais vraiment arrêté à un moment donné, à un système donné. Et je pense que oui, c'est important qu'il y ait cette école de la citoyenneté qui passe par des actions locales. De fait, les actions ne peuvent pas être que locales. Elles doivent aussi avoir une implication nationale, une implication européenne, une implication internationale. On ne peut pas attendre que tous les citoyens soient formés pour agir à un niveau plus élevé, je dirais. Néanmoins, c'est peut-être une trame de fond qu'il faudrait mettre en place, et là où les jeunes actuels, en étant plus alertes sur ces questions-là, et à travers Internet, en se renseignant sur les sujets de fond, pourraient développer cette démocratie future en un sens. Je voulais souligner aussi le fait que Internet et les médias de manière générale soulignent beaucoup les petites phrases et les petits mots qui font la politique aujourd'hui. Et je trouve dommage que les sujets de fond ne soient pas plus abordés. Que ce soit en France où on fait souvent la réflexion pour les États-Unis, que la politique étrangère n'intéresse pas. Et malheureusement, la politique étrangère est de plus en plus présente dans nos vies quotidiennes, même si on ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours. Alors tout à l'heure, Daniel Le Scornet, vous faisiez référence à cette démocratie qui manque à son devoir d'inclusion en laissant hors de son champ les classes populaires, mais aussi les jeunes. Parce que aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on disait, lorsqu'il y a des débats citoyens, ce sont les personnes qui sont déjà les plus impliquées que l'on retrouve. C'est peut-être votre cas, Florian et Jérôme. Pour justement retrouver, réimpliquer cette jeunesse, quelle perspective vous avez en tête? Oui, en général, c'est pas un problème d'optimisme ou de pessimisme. Il y a de quoi être très pessimiste actuellement, vu l'état des procédures démocratiques et la capacité d'inclure l'ensemble des populations dans les décisions qui les concernent, et en particulier ceux qui en ont le plus besoin. La décision publique, elle devrait quand même aller déjà vis-à-vis de ceux qui sont les plus démunis, qui sont subalternes dans la société, etc. C'est eux qui ont le plus besoin de la décision publique. C'est quand même un paradoxe fou qu'ils soient exclus de cette décision publique. Et on dit même les grandes organisations d'économie sociale, etc., se centralisent elles aussi, se technicisent elles aussi, repoussent ce qu'on conçoit comme des incompétents. Donc il y a de quoi être très pessimiste. Voilà, sinon on ne serait pas dans la crise générale dans laquelle on est. Mais de l'optimisme, évidemment, il y a toujours... Dans toute société, il y a toujours des émergences. Moi, j'ai toujours connu, ça fait maintenant longtemps que je vis, j'ai toujours connu des expériences réussies, des expérimentations réussies, etc. Formidables, qui démontrent que c'est possible, justement, de faire participer l'ensemble des intéressés et que ça apporte des efficacités tout à fait neuves, que si on recherche la compétitivité, comme on dit, pas seulement économique, mais humaine, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a suffisamment de connaissances dans la sphère du démocratique pour aujourd'hui trouver des solutions très neuves. Donc c'est pas qu'il n'y a pas les possibilités, c'est que pour l'instant il n'y a pas une alliance, en particulier des subalternes, mais aussi des jeunes, bien sûr, parce qu'il y a des jeunes
comme on le dit, moi je le vois aussi, ils sont à la recherche de sens, ils ne sont pas obligés, ils ne vont pas tous vers des situations où il faut faire du fric, etc. C'est pas du tout ça la situation de la jeunesse, même s'il y a cette concurrence pour qu'un certain nombre de cadres rejoignent les lieux de décision supranationaux, etc. Mais enfin, c'est pas ça la réalité. Sauf que la jeunesse, par exemple, nous on avait fait en 2000 un séminaire qui s'apparentait beaucoup à ces conférences de consensus, etc., avec l'ensemble des organisations de la jeunesse. J'avais pris l'initiative de ça à Sorbonne. On est sorti 5 scénarios possibles, parce qu'il n'y a jamais un seul scénario possible ou 2 scénarios possibles dans lesquels il faudrait choisir. Ça aussi, la démocratie, c'est la pluralité des hypothèses. C'est pas seulement l'hypothèse que sort tel ou tel génie, tel ou tel élu, etc. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Il y a toutes les expériences internationales, il y a tout le savoir disponible. C'est ça qui est un peu rageant, quoi. Hein, parce qu'il y a des expériences sur la jeunesse. On dit oui, mais l'immédiat, il faut prendre des décisions, mais ça fait plus de 30 ans que ce problème de la jeunesse n'est pas traité. Vous voyez, on dit, il faut prendre... au niveau extérieur, c'est pareil. On dit oui, mais c'est immédiat, il faut frapper, il faut déclarer la guerre, etc. Ça ne peut pas se discuter démocratiquement. Pas de chance. Le problème de l'Irak, ça fait 15 ans que ça dure. Donc, on ne peut pas dire que la démocratie ne peut pas régler ces problèmes-là. Parce que souvent, on dit voilà, il y a l'urgence, il faut que les décideurs, l'exécutif, vous savez ce que c'est, il faut qu'ils prennent des décisions, il faut qu'on décide de faire. Mais enfin, c'est ridicule. Il y aurait tout intérêt, sur les problèmes de guerre et de paix, à engager un grand débat démocratique en France, en Europe aussi. On peut prendre 6 mois d'information, de débat, pour que les gens puissent justement définir ce que pourrait être une politique actuellement de la France dans le monde. On en a besoin par-dessus tout. Or, c'est concentré sur la tête de 3-4 personnes au niveau de la décision finale. Donc, voilà. Des solutions existent, il faut une volonté politique. Et sur la jeunesse, tant que la jeunesse n'est pas reconnue comme un âge de la vie spécifique, on est toujours sur l'idée que la jeunesse, elle cherche du boulot, il faut qu'elle se forme, mais maintenant c'est 15-20 ans la jeunesse. Ça dure 15-20 ans avant de... Donc il n'y a pas d'instance où la jeunesse est présente dans la société. Pardon ? Non. De 15 à 30 ans, il y a un temps de vie, un nouvel âge de la vie qui n'a pas de représentation. Et à partir de là, c'est l'un des lieux où il n'y a pas de droits sociaux. Vous savez que c'est le seul âge de la vie qui n'a pas de droits propres. Avec un discours qu'on nous rameute depuis 30 ans sur priorité à la jeunesse. Donc, je pense, moi, que s'il n'y a pas un lieu, une institution où les jeunes sont non seulement écoutés, mais décideurs, c'est-à-dire participent à la décision sur la politique de la jeunesse, on ne sortira pas de cette situation. Parce que si la jeunesse, on la met dans le trou, parce que c'est la société qui met dans le trou la jeunesse, pas seulement le chômage, etc., c'est la façon dont on organise la société. Il est tout à fait possible de donner des ressources aux jeunes, par exemple. Tout à fait possible. Alors, donc c'est bien un problème de démocratie. La jeunesse ne pèse pas tellement politiquement dans la société. Elle ne pèse pas. Si on ne fait pas une construction démocratique neuve, la jeunesse va être de plus en plus cisaillée, d'autant plus que ce groupe d'âge se réduit dans la population générale. Voilà. En France, mais encore plus en Europe. Vous savez qu'en Europe, c'est catastrophe démographique et que le groupe d'âge jeune se réduit considérablement. Donc son poids politique, si on ne lui donne pas une institution démocratique, on ne réglera pas le problème de la jeunesse. Alors je voudrais poser cette même question à Françoise et à Thomas. Est-ce que dans ces espaces démocratiques qui vous ont été proposés pour Françoise et que vous avez ouvert Thomas, est-ce que les jeunes sont présents? On voit au chapitre s'expriment, s'impliquent. Est-ce que vous avez vécu ça ou pas? Faut bien reconnaître qu'effectivement, dans les conseils de quartier sur la ville de Rouen, il n'y a pas de jeunes. Non, ça c'est clair. Donc je sais que la municipalité avait envisagé de faire des conseils de quartier pour les jeunes.
Je ne sais pas, peut-être que Hélène Klein pourra nous en dire un mot, mais effectivement, les jeunes n'y sont pas. Moi, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je pense, par rapport à tout ce que j'ai entendu, je n'imagine pas qu'il n'y a que les petits projets qui peuvent faire vivre la démocratie. Rassurez-vous, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été présentées ce soir qui sont fort intéressantes. Mais je pense que ce que moi je vous ai présenté, c'est rien du tout, c'est un iota par rapport à tout ce qu'il faudrait faire. Et je crois surtout qu'il faudrait inventer des outils. Parce que les outils, on ne les a pas. Et cet outil d'AUP sur lequel j'ai été, ben, j'y suis allée parce qu'il y a eu une initiative municipale de dire on va mettre des AUP en place. Mais si le pouvoir politique local, que ce soit peut-être la ville ou peut-être la CREA ou peut-être à un autre niveau, proposait des outils qui soient préparés et organisés, je pense que ce serait déjà beaucoup plus facile pour que ça enclenche quelque chose, que les gens y viennent. Parce que pour beaucoup de gens, quand on parle de la démocratie, la citoyenneté, mais c'est quoi? La citoyenneté, c'est individuel, mais non. Si on met toutes les citoyennetés à côté, les unes à côté des autres, on a de la démocratie. Et c'est ça qu'il faut arriver à démontrer à tout le monde. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Ouais. Il faut enclencher ce cercle vertueux où à la fois les habitants, les citoyens s'impliquent, le public crée ces espaces, les personnes qui prennent ces espaces se les approprient ou en créent d'autres. Donc c'est ça qu'il faut trouver, c'est ce point d'enclenchement. Mais oui, on a tout à l'heure parlé des partis politiques. Je pense que les partis politiques ont quand même quelque chose à faire là-dessus, parce que eux, ils pourraient être proposés quand ils pourraient proposer des outils. Pourquoi pas? Je pense que ça serait très bien. Et puis après, quand ils seraient élus à la ville, eh bien, ils viendraient ils négocieraient leurs outils de démocratie, et puis ça ferait avancer les choses. La démocratie, ça reste un peu dans les nuages pour l'instant. Donc un appel du pied au parti. Thomas, aussi, sur cette question des jeunes dans ces espaces. Des outils. Ben, je crois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, et il y a 2-3 petits points à rappeler. Sur les outils démocratiques existants, conseil et comité de quartier. Donc, j'ai travaillé sur ces questions auprès des politiques en Ile-de-France il y a une dizaine d'années, et je me suis rendu compte de la résistance qu'ils avaient à l'époque, qui s'est un peu améliorée, de la résistance qu'ils avaient justement à organiser des espaces de débat qu'ils ne maîtrisaient pas. Puisque le rôle du politique, comme je disais tout à l'heure, c'est écoutez-moi, j'ai la solution, ne vous occupez de rien, et tout va bien se passer. C'est la conquête du pouvoir. On est à un moment où justement il faut changer ces référentiels. Pour quoi faire? Faciliter la vie du politique, parce qu'il n'est qu'un homme. Et là, je crois que tout le monde s'est rendu compte de la situation. Ou une femme, 1000 excuses, Madame Klein. Et donc, c'est un gâchis sans nom que de ne pas utiliser pour l'intérêt général l'ensemble des cerveaux de ceux de la population sur une question d'intérêt général. C'est le premier point. Deuxième point qui est fondamental aussi, pourquoi les jeunes ne viennent pas dans les conseils et comités de quartier? Alors, ils viennent dans les cafés citoyens. Le secrétaire de l'Arcadie d'Albi, par exemple, il a 22 ans. Il est venu au café citoyen qu'on a organisé à Algison, il a trouvé ça génial, et hop, il s'est investi. Pourquoi? Parce que ce qui est pratiqué jusqu'à présent, c'est une démarche descendante. Nous, élus, nous, commission, nous avons pensé qu'il serait bon de réfléchir sur telle et telle chose. Donc on est encore dans le système pyramidal archaïque. Là, il s'agit non pas d'améliorer l'existant, il s'agit d'innover, il s'agit de construire quelque chose qui n'existe pas. Et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de ne pas donner de thème. C'est la population elle-même qui s'auto-saisit de ces questions. C'est l'auto-saisine. Le regard qui est, je dirais, pertinent
dans le cadre de l'organisation d'un débat, c'est presque celui du jardinier qui regarde la vie croître sous ses yeux en observant la verbalisation des idées en cours de formalisation, de formation. Donc, et c'est de cette confrontation de points de vue que peuvent naître des choses nouvelles. Et c'est pour ça que la question de l'ascendance, c'est-à-dire la question, ça part du terrain pour remonter en haut, est fondamentale. En plus, on est dans une pratique de responsabilisation, c'est-à-dire qu'on s'habitue à choisir les thèmes, donc c'est quelque chose qui n'est pas mince. Et deuxièmement, je prends un autre exemple, si par exemple on se dit, tiens, cette année j'ai envie de faire du karaté, du judo, de la pétanque. Si je vais à la pétanque et au judo une fois par an, est-ce que je vais progresser? Non. Comment sont organisés les comités et conseils de quartier? C'est une fois tous les trimestres, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans. Alors certes, ça transforme, comme vous le disiez tout à l'heure, mais il faut une pratique courante, régulière, continue, persévérante. Donc s'il n'y a pas cette persévérance, ça ne marche pas. Et il ne faut pas oublier, encore un élément de contexte, un individu qui parcourt normalement sa vie au sein de la société française, qu'est-ce qu'il fait? Il passe 20, 25 ans à l'école. Et qu'est-ce qu'il fait à l'école? Il écoute un prof. À quel moment il participe à un débat? À quel moment il réfléchit avec ses congénères? À quel moment il s'entraîne à construire quelque chose de collectif? Jamais. On intervient depuis quelque temps dans les écoles, dans les lycées, dans les écoles primaires, pour des ateliers d'éveil citoyen, justement pour favoriser ce goût de la collaboration. Dès le plus jeune âge, faire en sorte de développer des pratiques réelles, physiques, démocratiques. Et enfin, un dernier point, qui est le plus fondamental et qui a été totalement absent. Jusqu'à présent, toutes nos réflexions ont porté sur quoi? À l'intérieur du système existant, avec les règles de la maison, c'est-à-dire l'économie. Le système économique actuel, donc, qui est considéré presque, ou évoqué presque de manière religieuse, le système économique actuel fait quoi? Dans sa racine génétique, il a le principe de l'exclusion. On le voit tous les jours, vous pouvez le demander à qui que ce soit, c'est soit, entre guillemets, si vous me passez l'expression, je t'entube, soit tu m'entubes. La connaissance humaine est actuellement capable, j'en suis persuadé, d'inventer un système économique qui inclurait l'autre, qui inclurait le système vivant, qui inclurait l'environnement. C'est à imaginer, c'est à créer. Une fois qu'on a résolu ça, les pratiques démocratiques se généraliseront, on sera dans une recherche d'inclusion et d'harmonie. Donc, je vois monsieur qui hoche de la tête, parce qu'évidemment, ça fait très longtemps qu'il fonctionne dans ce système, donc sa capacité d'évaluation a peut-être quelques difficultés, mais je suis sûr qu'avec un peu de sagesse, parce que la question est là. Donc ce goût, on regarde la télévision, c'est quoi le but? C'est consommer. Je consomme, donc je suis. Tant qu'on sera là-dedans, les magazines comme Jalouse, c'est l'exaltation des bas instincts. Enfin, on est tombé sur la tête. Et Rocard, je suis parfaitement d'accord avec Rocard lorsqu'il dit que Milton Friedman, qui développe la notion de cupidité comme valeur morale, mais on est à l'inverse de toutes les nobles traditions humaines véhiculées jusqu'à présent. Donc là, on a un gros travail, et donc là, il faut tous s'y mettre. Il n'y a pas d'autre option. On est dans cette situation-là. Eh ben, je trouve que c'est pas mal comme phrase un peu pour conclure la table ronde. Allons-y, il faut s'y mettre. Hélène Claire, je pense que vous avez envie de réagir, parce que je pense que certaines interventions étaient assez dures par rapport aux élus, mais en même temps, c'est aussi l'objet. Il faut titiller, provoquer. Tout à l'heure, vous disiez « je provoque », là aussi, c'est venu dans l'autre sens. Je provoque parce que je pense que c'est collectivement qu'on peut avancer. Donc voilà, j'ai pris pas mal de notes. Je crois que ce soir, je suis comme un certain nombre d'entre vous. C'est ce que je disais dans mon introduction. C'est le partage d'expériences, c'est la réflexion qui construit. Et puis si on veut faire du neuf, c'est bien par des rendez-vous comme cela qu'on peut construire du neuf, parce que c'est en confrontant des expériences et des idées. Donc voilà, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Hein. On pourrait continuer sur le sujet très très longtemps, mais moi je suis très contente qu'on ait pu aborder à la fois le local et le global. Hein. Je pense qu'effectivement, une avancée démocratique, elle se fait à l'échelle de la planète, et ça c'est
intéressant. On réfléchira pour l'année prochaine. Parce que, voilà, c'est ça. En fait, maintenant, on se rend compte qu'il y a plein de thèmes, de sous-thèmes à aller investir. En tout cas, c'est vrai que sur cette table ronde, il y a tout ce qui a été dit était intéressant, mais j'ai quand même noté la notion qui n'est pas anodine quand même de modifier les rapports de force. François, c'est vous qui avez utilisé cette expression des rapports de force. Et puis, il faut apprendre, comprendre. Et puis il faut persévérer et inventer, donc en capitalisant sur les savoirs accumulés que l'on oublie bien trop souvent. Donc voilà, quelques mots-clés, et puis Internet, un outil qui peut être mis à la disposition de ces objectifs de changement de société. Oui, Journée internationale de la démocratie, peut mieux faire, on peut dire. La démocratie, encore du chemin, mais avançons et beaucoup de ressources sont là. Merci beaucoup François Sillard, Thomas Brun, Daniel Le Scornet, Florian Grison et Jérôme Priolet pour votre contribution. Merci à vous.
vraiment